7h-10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. Chers auditeurs, nous commençons donc cette matinale avec un bien triste sujet qui ne vous aura certainement pas échappé. Ce jeune garçon de 15 ans, Mathis, poignardé à mort par un migrant afghan qui avait tenté de lui voler son téléphone. Il rejoint la liste trop longue, scandaleusement longue de ces jeunes ou moins jeunes Français massacrés par les fruits d'une immigration extra-européenne incontrôlée. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Pierre-Marie Sève. Bonjour, vous êtes directeur de l'Institut pour la justice. Merci beaucoup d'être parmi nous. Bonjour. Et avant de commencer, nous laissons brièvement la parole à Hermine, la cofondatrice de French Lives Matter, qui tenait à réagir à cette actualité. Bonjour, merci de votre invitation pour parler aujourd'hui de Mathis. Au collectif French Lives Matter, nous recensons les victimes françaises de l'immigration. Au collectif French Lives Matter, nous savons que Mathis n'est pas un fait divers, mais bien un francocide. Mathis était un jeune homme, tué au couteau, comme Adrien Pérez, massacré au couteau lui aussi par les frères El Habib à la sortie d'une boîte de nuit de Grenoble en 2018, parce qu'il était intervenu pour défendre une fille de son groupe, alpaguée par ces derniers durant la soirée. Mathis est mort par terre, dans la rue, alors que des témoins essayaient de le maintenir en vie, comme Julien Vincent, poignardé à mort devant son jeune fils de 12 ans alors qu'il fermait les volets devant chez lui et qui avait été tué par Abdallah Ahmed Osman, un réfugié soudanais qui était hébergé par une association pro-migrants dans sa ville de Romans-sur-Isère. Mathis est mort à Châteauroux, comme Maxime avant lui, 25 ans, battu à mort gratuitement dans la ville de Gilles-Avérousse il y a 3 ans par un adolescent qui s'acharnait sur sa tête, au sol, et malgré son attitude pacifique. Mathis a été tué lui aussi par un Afghan, comme Timothy Bonnet, 19 ans, poignardé à mort un matin dans la gare de Villeurbanne en 2019 par Sultan Mahmed Niazi, demandeur d'asile de 33 ans qui attaquait tout le monde en criant Allah Akbar. Mathis a été tué par un multirécidiviste que la justice venait de relâcher, tout comme Thomas Carbonel, poignardé en 2020 à Sarcelles par un certain Hakim, un multirécidiviste qui venait lui aussi d'être remis dans la nature par les libérations anticipées du Covid de Nicole Belloubet et du gouvernement Macron, et qui lui aussi n'avait rien à faire dehors. Mathis a été poignardé au cœur, comme Marie Bélène, une jeune femme de 21 ans, poignardée au cœur elle aussi pour son téléphone portable à Marseille en juin 2019 par un certain Faisal. Mathis s'est défendu et a blessé l'orgueil de son tueur, qui a donc sorti un couteau pour se venger, comme le très jeune Nicolas Bourga à Marseille en 1996, de 15 ans, qui ne s'était pas laissé faire quand Katab El Ailoufi l'avait agressé, et qui avait donc été poignardé à mort par l'adolescent de 15 ans lui aussi. Mathis était un enfant, dans une petite ville périphérique de France, comme Thomas, tué par Chaïd à Crépol il y a seulement quelques mois, alors qu'il s'amusait simplement à une fête de village. Mathis est accusé par son propre tueur d'avoir tenu des propos racistes à son égard, comme les tueurs de Patrice Cambron, père de famille tabassé à mort en 2004 par une bande d'adolescents alors qu'il était venu chercher son vélo volé et que les tueurs avaient accusé de racisme pour se justifier. Pour Mathis, pour Adrien, Julien, Maxime, Timothy, Thomas, Marie-Bélène, Nicolas, Thomas, Patrice, mais aussi pour Axel, pour Philippe, pour Fabienne, pour Maryse, Aude, Didier, Jean-Claude et encore des centaines d'autres. Ne laissons plus personne se cacher derrière l'expression « fait divers ». Nous n'oublierons pas, nous ne pardonnerons pas. Merci beaucoup Hermine pour cette chronique qui fait froid dans le dos et puis cette litanie de tous les martyrs finalement de l'immigration. Pierre-Marie Sève, je me tourne vers vous. Est-ce que vous souhaitez réagir pour commencer à cette liste que nous a proposée Hermine, donc, qui je rappelle est cofondatrice de French Lives Matter? Non, je suis dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que et je pense que la plupart des gens qui observent ce sujet-là se disent un de plus, un meurtre de plus qui aurait pu être évité. Il est évident que le sujet de l'immigration crève les yeux en la matière. Voilà, Enfin, là, on le voit à distance, hein, à travers la presse, etc. Mais c'est évident que si ça nous arrivait dans notre entourage, voir un jeune Afghan qui va tuer un jeune Français, évidemment que n'importe qui de sain d'esprit ferait le lien avec l'immigration. Et donc, ceux qui sont capables de pas faire ce lien, c'est non seulement qu'ils le voient de loin, qu'ils voient cette affaire de loin, et puis surtout, même plus important, je pense qu'ils ont pas envie de voir ce lien, ils ont pas envie d'avouer que ça fait 40 ans qu'ils ont tort et qu'ils font des erreurs qui coûtent des vies. Donc, bon, c'est malheureux que des responsables politiques, des gens à qui on a donné des responsabilités, soient pas capables de voir quelque chose qui crève les yeux et qui soit aussi important, aussi dangereux et qui ait autant de conséquences funestes.
Voilà. Maintenant, je n'ai pas la solution pour sortir ces gens-là de leur aveuglement, malheureusement. Et donc, je déplore, je pense aussi, comme tous ceux qui ont les yeux ouverts, justement, je déplore d'être un peu les seuls à crier dans le désert et de se faire en plus à chaque fois taxer de toutes toutes les insultes morales et la culpabilisation, de nous donner une culpabilisation morale en permanence, voilà, qui empêche d'avancer en réalité. Vous pointez du doigt la politique migratoire. Il y a une autre politique peut-être à dénoncer, c'est la politique tout simplement judiciaire. Nous le disions, Mathis a été poignardé, mais le gouvernement vient justement de dépénaliser le port d'armes blanches. Il veut aussi mettre en place, pourquoi pas, un couvre-feu pour les mineurs, c'est à l'étude. C'est soutenu d'ailleurs par Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti. Alors qu'est-ce que vous pensez de ces mesures concernant le port d'armes blanches? Je rappelle donc aux auditeurs que pour tout port d'armes blanches, avant il s'agissait d'interpeller le détenteur et de le placer en garde à vue. Aujourd'hui, ça serait simplement une amende de quelques centaines d'euros. Si vous voulez, cette affaire de l'amende pour le port d'armes blanches, l'objectif, c'est de rendre ça un petit peu plus efficace. Il y a tellement de personnes en France qui se promènent avec des couteaux sur elles que de délictualiser ça et de vouloir le passer devant le tribunal, c'est une sanction trop lourde. Et ça fait qu'au final, moi, ça me fait penser à une législation qui remonte il y a bien longtemps. Sous Louis XIII, on avait interdit les duels. Il y avait trop de duels et ça tuait plein de membres de l'aristocratie française. Et donc, Louis XIII et Richelieu avaient décidé de mettre une législation extrêmement rude contre les duels. Mais elle était tellement rude que finalement, elle n'était jamais appliquée. Avec le port du couteau, malheureusement, moi je pense que la législation n'était pas trop rude avant, mais il se trouve que l'usage s'est tellement libéralisé et on a tellement été laxiste sur l'application de cette législation qui n'était pas particulièrement sévère, à mon avis en tout cas, qu'aujourd'hui ça devient complètement infaisable et on ne peut plus gérer les dizaines de milliers de personnes qui se promènent avec des couteaux tous les jours en France à côté de vous, dans les transports, etc., qui ont des couteaux sur elles. On ne peut plus gérer avec ces personnes-là en utilisant la procédure classique, c'est-à-dire une procédure trop lourde. Donc moi, le symbole est absolument catastrophique et ça démontre bien à quel point les pouvoirs publics ont complètement, encore une fois, raté quelque chose avec cette histoire des gens qui se promènent avec des couteaux. Mais malheureusement, je pense que je serais à leur place aujourd'hui. Je ne sais pas trop quelle autre façon j'utiliserais pour régler le problème. Maintenant, il y a tout le problème de la justice des mineurs. Là, effectivement, je trouve que le gouvernement est sacrément gonflé, si vous me passez l'expression, sacrément gonflé de faire et de dire ce qu'il dit, puisqu'il a déjà eu l'occasion unique de faire une réforme de la justice pénale des mineurs en 2021. C'est ce qui a donné aujourd'hui le code de la justice pénale des mineurs. Avant, tout ce qui concernait les mineurs en matière pénale, c'était contenu dans une ordonnance de 1945. Aujourd'hui, tout ça est dans un code spécifique aux mineurs. C'était une occasion unique de changer la loi, de changer le principe qui était en vogue depuis 1945, qui était de l'éducatif prime toujours sur le répressif, jusqu'à outrance. Et puis là, je reprends quelque chose qu'a dit Georges Fenech hier sur CNews que j'ai vu et que j'avais moi-même remarqué dans la journée, que, en l'occurrence, le suspect dans la mort de Mathis, le principal suspect, on peut difficilement se poser de questions, le principal suspect avait été attrapé par la police pour vol aggravé 5 jours auparavant et relâché. Et en réalité, c'est là que moi, je n'en veux pas particulièrement au juge, même il ne faut pas en vouloir au juge qui a pris cette décision-là, puisqu'il n'a pas le choix. Le code de la justice pénale des mineurs empêche de retenir quelqu'un, d'emprisonner un jeune de moins de 16 ans quand ce n'est pas pour un crime. Et en l'occurrence, le vol aggravé n'est pas un crime. Ça doit être un délit assez important, grave, ça n'est pas un crime. Donc le juge n'avait pas le choix que de le libérer. Et ça, c'est tout nouveau. C'est depuis 2021. Avant, il y avait possibilité de placer en détention provisoire pour quelques jours. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et donc, oui, là, directement, on peut dire que la mort de Mathis est une conséquence directe aussi de ce changement de loi de 2021 d'Éric Dupond-Moretti et de Nicole Belloubet. Ouais.
On comprend que vous dénoncez donc un certain laxisme judiciaire, notamment en ce qui concerne les mineurs. Est-ce que vous pensez qu'un durcissement de la loi serait la solution, sachant qu'on s'adresse à des individus qui souvent sont présentés comme mal intégrés? Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'avec une loi plus forte, ils s'y plieraient plus facilement, ou est-ce que de toute façon, ils n'écoutent pas les règles qui sont en vigueur sur notre sol? Non, je pense qu'avec une loi plus forte, effectivement, on pourrait limiter les dégâts, ça c'est certain. Même, c'est sûr et certain. La justice est la méthode principale de régulation sociale des comportements au sein d'une société. Il n'y a aucune raison qu'avec qui que ce soit doté d'un minimum d'intelligence, voilà, n'importe quel être humain est capable de comprendre quand on lui tape sur les doigts de plus en plus fort, il est capable de comprendre qu'il vaut mieux s'arrêter si on veut arrêter d'avoir mal aux doigts, quoi. Donc non, il y a pas de raison. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que le durcissement est très 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 difficile à mettre en place. Parce que le grand public français, de manière générale, a une tolérance à la violence assez faible, non seulement, et tant mieux, tant mieux, on a une tolérance à la violence qui naturellement décroît dans le temps, c'est le lot de toutes les sociétés civilisées, normales, et cette tolérance à la violence baisse tant dans la violence qu'on subit que dans la violence qu'on accepte de faire subir. Donc le grand public français est plutôt défavorable à envoyer en prison à perpétuité quelqu'un qui aurait volé un bout de pain. Ce qui est normal d'ailleurs, mais vous voyez l'exemple extrême que j'utilise. C'est-à-dire que, bon, peut-être que pour là, le mineur en l'occurrence, il aurait fallu pour le vol aggravé, non pas le condamner à 5 ans de prison, mais le condamner à 15 ans de prison, pour qu'il comprenne vraiment. Mais le grand public français, c'est certain que quand vous lui dites il faut prévoir des peines de 15 ans de prison pour un vol avec circonstances aggravantes, ça peut être compliqué à mettre en place. Et la preuve, c'est que élection après élection, on n'arrive pas à avoir au pouvoir des gens qui sont prêts à durcir la justice pénale de manière générale. Moi, c'est la preuve ultime que ça sera compliqué à mettre en place. En durcissant cette justice pénale, les Français seraient aussi concernés. Est-ce que c'est pas déjà une forme de soumission justement à la situation migratoire? Est-ce qu'on ne se condamne pas nous-mêmes? Est-ce qu'on ne va pas s'imposer à nous-mêmes de grosses restrictions par rapport à nos libertés, simplement pour se protéger? Oui, alors après, oui, ça c'est vrai. Après, bon, c'est en cas de commission de délit, donc ce seraient les Français qui commettent des délits. Peut-être qu'effectivement, un Français, si on mettait en place une politique pénale très dure, peut-être que des Français qui commettent des délits, qui auraient compris, qui auraient été dissuadés par une peine moyenne, subiraient finalement une peine lourde, parce que les Afghans, Pakistanais, Algériens, etc., tout ce que vous voulez, qui sont dans un autre référentiel pénal, ont besoin d'une peine plus lourde pour être dissuadés. Ça, c'est vrai, mais ce serait tout de même des Français qui commettent des délits, premièrement. Donc, bon, à ce titre-là, pour moi, ils ont quand même beaucoup moins leur mot à dire que s'ils n'en commettaient pas. Donc ça, c'est vrai. Mais deuxièmement, moi, ce que je pense, c'est que le système auquel on arrive et qui a toujours existé dans toutes les sociétés humaines, c'est une culture, une justice. On le sait, tous les êtres humains, toutes les civilisations ont bien compris. Si en France, nous avons une société multiculturelle, alors il faudra une société multijudiciaire. Et j'ajoute que c'est le cas, par exemple, au Danemark. Alors c'est quelque chose de très nouveau, hein, dans l'universalisme civilisationnel français et européen. C'est assez choquant même de se l'entendre dire, et moi-même ça me choque de le dire, mais au Danemark, vous avez des peines, depuis récemment, hein, depuis quelques années, depuis 3 ou 4 ans, vous avez des peines qui sont alourdies si vous venez de certains quartiers. Et ces certains quartiers sont des quartiers dans lesquels les Danois de souche représentent une part minoritaire des habitants. Donc c'est déjà le principe qui commence à être mis en place. C'est le principe auquel, je pense, nous arriverons à long terme. Mais bon, c'est peut-être pas pour demain, mais c'est peut-être ce qu'il faudra. C'est qu'il faudra différencier la justice en fonction de la communauté de laquelle on vient, de l'origine qu'on a. Et peut-être qu'il faudra des juges formés spécialement en justice afghane
pour pouvoir juger les Afghans en Mm. France. C'est une possibilité. On parle du cas afghan spécifique et j'aimerais d'ailleurs revenir dessus. Donc le meurtrier présumé pour le moment, hein, mais peu de chances qu'il ne soit pas reconnu. Et donc un Afghan, et vous, le 27 août 2021, vous présagiez déjà dans une chronique pour Valeurs Actuelles que l'accueil des Afghans en France mènerait inévitablement à une hausse de la délinquance. Alors pourquoi les immigrés afghans étaient-ils ciblés en particulier ? Alors, en l'occurrence, c'était juste après le coup d'État la prise de pouvoir par les talibans à Kaboul. Donc, on s'attendait à ce que beaucoup d'Afghans demandent l'asile en Europe, en Occident. Moi, mon raisonnement tenait en 2 points. Premièrement, les étrangers en France sont systématiquement surreprésentés par rapport aux nationaux dans tous les crimes et délits du code pénal. Tous. Donc là, il n'y a pas vraiment de question à se poser. Quand on a des étrangers près du même profil que ceux qui viennent déjà en France, on pouvait imaginer que cette surreprésentation allait continuer, elle était aussi présente et donc allait aggraver le problème en France. Bon, premièrement. Et puis deuxièmement, les Afghans. Alors les Afghans, je ne sais pas, moi je m'étonne quand même que les responsables politiques ne l'aient pas compris à ce moment-là. Hein. Enfin, il faut relire Joseph Kessel sur l'Afghanistan. L'Afghanistan, c'était un des pays, et d'ailleurs c'était très positif à beaucoup de points de vue, mais était un des pays les plus cachés de l'industrialisation. C'était un des pays qui vivait en autarcie, c'est un pays extrêmement arriéré, et je ne le dis pas de manière péjoratif, je dis arriéré en termes de progression civilisationnelle. Il y a une progression civilisationnelle, voilà. Il y a des sociétés plus ou moins avancées, il y a des sociétés dans lesquelles la culture de l'honneur est extrêmement forte. Ça, c'est plutôt dans les sociétés qui ont moins progressé sur ce plan civilisationnel des mœurs, on va dire. L'Afghanistan, c'est un des exemples parfaits. La société, c'est une société d'honneur, c'est une société dans laquelle les mœurs sont bien plus, j'ai pas envie de dire archaïques, mais voilà, et ça a plein de bons côtés. Moi, je vous dis, en lisant Joseph Kessel, on voit très bien, c'était une civilisation qui était absolument magnifique quand on la laissait tranquille chez elle. Mais voilà, je trouvais aussi d'autres statistiques sur tout un tas de questions. Le Pew Research Center avait posé des questions à tout un tas de pays, de pays arabo-musulmans, et leur demandait à cette population est-ce que vous êtes en faveur de telle ou telle mesure. Et donc j'en ai trouvé plein. L'apostasie en cas la peine de lapidation en cas d'apostasie, la peine de lapidation pour adultère, l'application de la charia. Et les Afghans étaient quasiment systématiquement les plus éloignés, si vous voulez, de notre référentiel, on va dire ça comme ça. Voilà, les plus éloignés de notre référentiel, c'est-à-dire, voilà, je l'ai mis encore sur Twitter hier, 99% des Afghans en 2013 étaient favorables à l'application de la charia. Ouais. 99%, ça veut dire que tous les Afghans qui viennent en France sont favorables à l'application de la charia. Donc, ce sont des gens qui... Voilà, et c'est pas des gens qui vont comprendre aisément le monde dans lequel nous vivons. Même s'il y en a certainement qui sont bien intentionnés, il faut être complètement tarte pour penser qu'on pourrait mélanger tout le monde et que ça n'aura aucune incidence et que ça se fera sans aucun problème. Et la preuve, voilà, ça fait des problèmes. On espère que nos responsables politiques entendent cette interview et votre analyse, Pierre-Marie Sève. Malheureusement, nous arrivons au terme de cet entretien. Le temps passe vite, il y aurait encore beaucoup à dire, mais on vous réinvitera. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut pour la justice. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous et à très bientôt.